c'est sympa ça. Bonjour à vous guerrières et guerriers, et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'un maître d'armes. Ici, on aime la bagarre, hein, on va pas se le cacher. Et si j'ai plus l'habitude de régler le compte de mes ennemis avec ma lame quand je parcours la galaxie, il m'arrive parfois d'utiliser mon flingue. C'est vrai que ça facilite les choses. Et c'est vrai qu'on en a très peu parlé sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, pour être très honnête, la seule fois où on en a vraiment parlé, c'est quand on a abordé le combat d'abordage. Abordé. Avec notamment l'utilisation du sabre et du pistolet. Vidéo qui date un peu, mais qui est toujours d'actualité et que je vous invite à aller voir. Bref, si les armes à feu sont totalement omniprésentes depuis maintenant un sacré bout de temps à votre époque, il faut quand même savoir que ce fut un long chemin semé d'embûches. Aujourd'hui, nous allons voir comment les armes à feu se sont petit à petit insérées dans l'arsenal guerrier, et surtout comment celui-ci a réussi à prendre une place de plus en plus importante dans les duels. Ah et bien sûr on va étudier tout ça que d'un prisme occidental, hein, je ne parle pas du monde entier. Parce que oui, si nous avons vu dans l'épisode précédent comment la nouvelle exposition du musée de l'armée Duel, l'art du combat, raconte l'évolution de la relation entre l'épée et les duels au cours de l'histoire, ils se sont aussi beaucoup intéressés à cette relation entre les duels et les gros flingues. Donc messieurs dames, prenez votre poudre et votre meilleur pétoire, nous nous plongeons aujourd'hui dans l'histoire des duels au pistolet. Quand tu veux. Quand moi je veux. Quand toi tu veux. Quand moi je veux. Nous avons là une petite sélection d'armes à feu et de pistolets qui vont nous permettre d'évoquer le duel au pistolet, mais aussi les mentalités qui sont attachées au pistolet. Et on va commencer évidemment par le début, avec un des plus anciens pistolets qui soit dans nos collections. C'est un pistolet à rouet. Alors ce pistolet-là date des années 1530-1540, et ce sont les plus anciennes manifestations, enfin plus anciens exemplaires de pistolets qu'on connaisse. D'accord. Parce que le rouet est censé avoir été inventé en 1517. Les plus anciennes armes à rouet qu'on conserve sont des arquebuses, des petits arquebuses datés en 1520, et assez rapidement, en 1530-1540, on a ces pistolets. Parce que les cavaliers finissent par avoir besoin de l'arme à feu, mais manipuler une arquebuse à cheval, Un peu compliqué. c'est un peu compliqué. Ouais, alors que le pistolet, pour les coups, les coups de mêlée, c'est quand même assez pratique. Donc le pistolet, c'est essentiellement une arme de cavalerie. D'accord. Les fantassins n'en ont pas. Dans certains traités militaires italiens, on prescrit que les piquiers, pour se défendre au moment du contact avec le carré ennemi, aient un pistolet glissé dans la ceinture à l'arrière. D'accord. On voit souvent dans les illustrations de cette époque-là le piqué avec la pique plantée et la main sur l'épée qui porte dans le dos. Le fameux traité italien, on prescrit qu'il est plutôt un pistolet. Ok. Mais le maniement, l'entretien du pistolet dans un combat d'infanterie, c'est pas forcément viable. Donc le pistolet reste essentiellement une arme de cavalerie. Donc ce pistolet, il évolue, il s'allonge, parfois de façon démesurée. Comme on le voit là, parce que sous l'évolution, à cause de l'évolution des armes, des tactiques, le rôle de la cavalerie est encore assez mal défini. On hésite entre des fantassins montés comme les dragons, les carabiniers, et la cavalerie, la gendarmerie, qui est encore une cavalerie lourde en armure. Donc on a différents types d'armes, de pistolets en fonction des utilisations qu'on peut en avoir. Donc on a une utilisation du pistolet qui peut être ou à très courte portée, soit à plus longue portée. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des canons assez importants pour avoir une meilleure précision. Mais ces pistolets vont quand même se raccourcir, d'une part parce qu'ils ne sont pas du tout pratiques avec cette longueur. À la fin du XVIIe siècle, les tactiques de cavalerie vont quand même se fixer. Donc on va avoir les dragons qui sont susceptibles de combattre à cheval mais aussi à pied. La cavalerie, ce qu'on appelle à l'époque la cavalerie légère par opposition à la gendarmerie, qui est l'équivalent de la cavalerie pour tout le XVIIIe et le XIXe siècle. Donc une cavalerie qui est dotée d'une arme à feu, qui va faire une décharge à cinquantaine de mètres de l'ennemi, puis après charger à l'arme blanche, et garder les pistolets pour vraiment le combat à bout portant. Et donc le pistolet va avoir à peu près cette dimension-là. Là, c'est pas une simple arme de cavalerie, c'est une arme de très grand prix pour un noble. Il y a un peu de travail dessus. Il y a un petit peu de travail. On a ici une platine à la française, parce qu'il y a plusieurs types de platines qui vont apparaître. D'abord le rouet, ensuite le chenapan qui apparaît en Hollande, les platines à la Miclée qu'on trouve en Espagne, on va en voir. Et ça, c'est une platine à la française, donc
qui est caractérisée par le chien, le bassinet qui reçoit la poudre d'amorce, et cette batterie qui est une pièce mobile qu'on rabat. Donc on met la poudre d'amorce ici, on rabat la batterie, on arme le chien, et quand le chien est déclenché, le silex tape sur la batterie, la fait reculer, et les étincelles plongent dans la poudre. Donc ici, c'est une arme de luxe pour une personne assez fortunée, parce que au-delà du monde militaire, le pistolet est utilisé aussi pour la défense personnelle. D'accord. Les chemins, les routes, c'est un peu un cliché, mais les routes ne sont pas sûres, les bandits de grands chemins sont partout. Et donc, il y a beaucoup d'interdictions et de réglementations sur le port des armes, mais lorsqu'on voyage, on est autorisé à être armé. Donc, quand on a, même civil, à cheval, on peut avoir des fentes sur le devant de sa selle avec des pistolets prêts à recevoir les malandrins. C'est ça. Mais sans parler d'un pistolet aussi ouvragé, c'était accessible à beaucoup de monde de pouvoir se munir d'un pistolet. Il faut avoir un petit peu d'argent. Oui. Ouais. Même sans aller vers des choses un peu recherchées, il faut quand même avoir un petit peu d'argent parce que ça demande quand même du travail. Et il n'y avait pas d'obligation d'appartenir à une classe sociale en particulier ou... Non. Les réglementations pour le port des armes sont très strictes. Oui. En 1700, on interdit les pistolets de petite taille, parce que ça peut se cacher, voilà, on peut faire des mauvais coups avec. On interdit les épées cachées, les épées à système. On interdit certains types de couteaux, etc., etc. Et donc les armuriers qui en possèdent sont obligés soit de les détériorer, de couper les pointes, soit de les vendre à l'étranger, à peine de confiscation, d'amende, etc., etc. Mais bon, évidemment, entre la règle et l'application de la règle, il y a quand même un certain pas, d'autant plus que les exemptions sont assez nombreuses, et notamment en cas de voyage. Et c'est pour ça donc qu'à l'époque, au XVIIe siècle, encore longtemps au XVIIIe siècle, le pistolet a une mauvaise réputation. Dans l'imaginaire, c'est l'arme des mauvais coups parce qu'on peut la cacher contrairement à un fusil ou à une épée. Voilà. Et c'est ce qui va changer avec la Révolution, on va le voir avec les pistolets de Fourny-Sarlovez. Okay. Je pense que j'ai deviné ce que c'était. Hein? Je pense que j'ai deviné ce que c'était. Alors, moi je pense que ça a un rapport avec ce qu'on disait juste avant, c'est que ça se met... Il faut imaginer une tête de cheval, non? C'est sur un cheval? Et non. J'étais presque sûr de moi, c'était... Parce que ça me paraissait logique avec, tu vois, les pistolets accessibles devant, tu vois. Je me disais pourquoi pas. On est sur la même logique, mais c'est accessible devant. Ah d'accord, donc c'est... C'est un baudrier. C'est un baudrier. Un baudrier espagnol qui s'appelle une Xarpa. Alors je ne suis pas sûr de la prononciation. Ça se porte comme ça, quoi. Voilà, si ça se porte ça sur l'épaule et ça permet d'avoir les pistolets en présentation. Et donc on disait que le pistolet avait mauvaise réputation au XVIIe, XVIIIe siècle. Dans d'autres cultures, c'est au contraire une arme qui permet de s'affirmer. Les Xarpa, c'est porté en Espagne, c'est porté lors des fêtes et c'est une façon d'arborer une certaine masculinité et une puissance en montrant ses armes, en les montrant assez joliment parce que c'est du cuir qui est travaillé, brodé, très coloré. C'est un objet de prestige masculin, mais c'est aussi un objet qui va être porté pendant la guerre d'Espagne sous l'Empire. Ça va être utilisé par les guerrieros pour trimballer leur arsenal. Eh bien, nous avons là un magnifique coffret. C'est un coffret de pistolet de très grand luxe réalisé par Nicolas Noël Boutet, qui est un arquebusier établi à la manufacture d'armes de Versailles et qui, à partir de la Révolution et sous l'Empire, va fabriquer des armes de récompense extrêmement luxueuses. Et on est là à un moment charnière dans l'histoire du pistolet. Sous la Révolution, on va interdire les ordres de chevalerie, les décorations, parce que ce sont des pratiques inégalitaires dans l'esprit des révolutionnaires. Et pour autant, il va falloir récompenser les soldats qui se distinguent sur les champs de bataille de la Révolution. Et à ce moment-là, on va commencer à leur offrir des armes d'honneur. Et ces pistolets sont un cadeau. Là, ce n'est pas une arme d'honneur remise pour fait de guerre, c'est un prix de tir. Un prix de tir qui a été remis au colonel Fournier. Et ce colonel Fournier, il est connu. C'est le colonel Fournier Sarlovez. C'est un officier de cavalerie légère, puis officier général, qui, d'après ce qu'on en dit, ce qu'on a pu en lire, même si on n'a pas vraiment de traces de sources qui l'attestent, ce Fournier aurait eu un différend avec un officier qui s'appelait Dupont, et ils en auraient conclu un pacte qui prévoyait qu'à chaque fois qu'ils se rencontraient, ils seraient obligés de se battre en duel. D'accord, c'est la fameuse histoire du coup des duellistes. C'est ce qui a inspiré Joseph Conrad pour écrire la nouvelle Le Duel, mis à l'écran par Ridley Scott dans Les Duellistes. Très bien. Okay. On a vu avec les pistolets Fourny-Sarlovez que sous la Révolution et l'Empire, les armes, c'est les pistolets, regagnent une espèce d'aura assez laudative. Ça devient un cadeau prisé et c'est encore le cas durant une grande partie du XIXe siècle. Et on a ici deux exemples assez pittoresques, assez grandioses de ces cadeaux, de ces pistolets cadeaux.
Le premier, c'est celui-ci, c'est un coffret d'armes. On appelle ça d'ailleurs à l'époque une armure. D'accord, ok. Ce qui explique que les marchands d'armes à feu sont des armuriers et Ok. des arquebusiers. D'accord. Ce coffret a été offert par le futur Louis-Philippe au baron Gourgaud. Baron Gourgaud, c'était un des fidèles de Napoléon qui l'a suivi à Sainte-Hélène, en exil à Sainte-Hélène, qui est revenu de Sainte-Hélène en 1818. Et en 1832, Louis-Philippe fait de lui son aide de camp, parce qu'il veut rassembler autour de lui la France et donc les bonapartistes. Et donc il nomme Gourgaud en tant qu'aide de camp. Et pour marquer cette nouvelle nomination et pour marquer le respect qu'il a pour lui, il lui offre ce coffret d'armes qui contient ce pistolet, qui est en fait un pistolet à chargement par la culasse, Ok. par la chambre. Voilà. Donc c'est encore un système à piston. Je ne vais pas le faire fonctionner parce que voilà. Mais ça fait partie de ces armes extrêmement travaillées, ces armes de luxe. Le canon est damassé, le bois est précieux, le pommeau en bronze doré et même le travail des armes blanches. Les armes blanches sont assez exceptionnelles. On a dans ces armes l'ensemble des marqueurs d'une certaine aristocratie. Oui, Donc d'accord. on a les pistolets, voilà. On a la dague, qui fait référence à ces dagues médiévales dans un style, les prémices du néo-gothique, qui est limite elfique. Oui, et c'est exactement ce que j'allais dire. J'attendais que tu termines. J'ai vraiment des armes elfiques, quoi. On a un couteau de chasse et un sabre avec un système à pompe pour débloquer. Avec les gants, ça passe pas. Donc on a un petit ressort monté sur bouton. Sécurité, quoi. En fait, ça permet de déployer la garde en entier et de le replier pour le ranger. Et donc là aussi, Ah oui. une lame damassée, gravée à l'acide, Ah ouais, elle est incroyable. C'est incroyable. avec une lame extrêmement pointue qui rappelle un peu les lames médiévales, beaucoup plus que les lames en usage à l'époque. Oui, carrément. Le style fait un petit peu, tu sais, les Dwemer, les armes Dwemer dans Skyrim qui sont toutes chromées dorées. Là, c'est un beau cadeau, quoi. Oui, c'est sympathique. Et le deuxième exemple, c'est Nous avons que deux pistolets. que de pistolets, voilà. mais je pense qu'il y a autant de métal sur ces deux pistolets que dans tout le reste du coffret. C'est clair. Donc ces deux pistolets ont été fabriqués en 1862 par Devine et par la suite ils ont été vendus à Napoléon III qui en a fait cadeau en 1868 à son aide de camp, là encore. D'accord. Donc là pour le coup on est complètement dans le néo-gothique avec ce pommeau en forme d'arcature gothique avec un carrousel de chevalier. Le chien, c'est des lutteurs, non? On dirait Oui, j'allais y venir. Ouais. C'est un chevalier qui lutte avec un sarrasin. D'accord, oui, Et derrière, il y a un message politique. j'imagine. Parce que ce chevalier, ce sarrasin, ça fait référence évidemment aux croisades. Et en fait, à l'époque, l'hymne de la France, c'était une chanson qui s'appelait « En passant par la Syrie », qui a été composée en 1807 et qui a été composée en pensant à la campagne d'Égypte de Napoléon, qui avait été vue à un moment comme une forme de croisade. Du coup, on avait composé cette chanson en 1807 et sous le Second Empire, elle devient l'hymne officieux des Français. Et donc, cette lutte du chevalier et du sarrasin fait référence en passant par la Syrie. D'accord, ok. Et donc, on a vu là, c'est des cadeaux, des choses qui sont vraiment tellement exceptionnelles qu'elles sont complètement atypiques. Mais donc, le pistolet a regagné ses lettres de noblesse. Il va y avoir à ce moment-là un marché qui va se créer pour le monde civil, des coffrets de pistolets qui sont là beaucoup plus simples. Quoi les castines rainettes, les devises sont capables de faire des choses extrêmement belles. Mais pour toucher toutes les strates du marché, il y a des productions de plus ou moins grande qualité. Et on en a un exemplaire ici. Plus soft déjà. Plus soft, plus simple, fait par un arquebusier parisien qui s'appelle Moreau. Et ça, pour le coup, c'est le genre de pistolets qui peuvent servir pour des duels. D'accord, ouais. On les trouve chez les arquebusiers. Et à la fin du siècle, on trouve aussi des pistolets de ce type sur les catalogues à manufacture d'armes et de cycles de Saint-Étienne. Voilà. Donc ce sont des pistolets à piston. Et c'est le genre de pistolet qui est utilisé pour les duels. Parce que le duel, évidemment, c'est extrêmement codifié. Et donc, on n'utilise que des pistolets à un coup. Même à la fin du siècle, du 19e siècle, où on va avoir des pistolets à barillet, tout ça, il est interdit de s'en servir. Il ne faut avoir que des pistolets à un coup. Oui. Et là où les duels au pistolet, on trouve des traces au XVIIe siècle, mais l'usage, le décorum dans le duel au pistolet est encore assez lâche.
D'après ce qu'on peut lire, ça ressemble plus à des petites guerres privées qui se déroulent à 4 ou 5, mais il n'y a pas vraiment de documents qui formalisent le cérémonial du duel au pistolet. Ça arrive à la fin du XVIIIe siècle. En 1777 est créé le Clonel Code. C'est le Irish Code Duello. Ok. Voilà, c'est un ensemble de 25 règles qui définissent la façon dont on doit se battre en duel. Et c'est la première fois que sont mis par écrit les modalités du duel, et notamment du duel au pistolet. D'accord. On a dans des documents de l'Assemblée, dans des rapports de séance à l'Assemblée constituante, dans des textes qui se prononcent contre le duel durant la Révolution, on a des détails sur la façon dont ça peut se passer. A priori, la forme dominante du duel à cette époque-là, c'est on tire l'un après l'autre. Donc il faut qu'on tire au sort lequel des deux va tirer en premier, et on tire au commandement. Donc il y a dans ce duel au pistolet, il y a une forme c'est un peu de la roulette russe. Oui. Il y a une forme ordalique. C'est un jugement de Dieu ou une volonté immanente qui va faire que un tel est touché ou pas. Et tout ça, donc à partir de 1777, ça va commencer à se mettre en place, à être rationalisé, parce que sous la Révolution en France, le duel n'est pas autorisé, mais il n'est plus interdit. D'accord. C'est-à-dire que les duellistes ne seront pas poursuivis parce qu'ils se seront battus en duel. On considère que le duel, c'est le résultat d'une convention, que les deux connaissent les mêmes risques et appliquent les mêmes règles. Donc du coup, c'est pas un meurtre, donc on ne voit plus pourquoi interdire cette pratique, mais il faut quand même qu'elle soit rationalisée, que des pratiques hétérogènes viennent camoufler un meurtre. Ouais, d'accord. Et donc en 77, on a le Clonel Code. 1824, British Code of Duel. Et là, c'est carrément un ouvrage imprimé, diffusé, qui va mettre noir sur blanc toutes les pratiques acceptables dans un duel. En France, c'est en 1836 avec l'essai sur le duel de Châteauvillard. Cet ouvrage-là va être central, puisqu'il va déterminer la façon dont on se bat en duel, notamment au pistolet, pendant tout le 19e siècle. Et il va être utilisé aussi dans des tribunaux. Quand lors d'un duel, il y a un désaccord entre les témoins sur la façon dont s'est déroulé le duel, on va accuser l'autre de ne pas avoir respecté les règles, ça part au tribunal. Bien sûr. Et le tribunal ne va pas condamner le duel, il va juste examiner si le duel s'est déroulé de la bonne manière pour que celui qui a gagné ne soit pas soupçonné de tricherie. Ouais, ok. Voilà. Et on va voir que ces rituels, dans l'ensemble, sont acceptés, mais ils peuvent donner lieu à des formes un peu bizarroïdes. D'accord. Mais parallèlement, de la même manière qu'il va y avoir une évolution avec de l'escrime, avec la pratique de l'épée, il y a aussi une évolution dans le monde du pistolet. Et on en a un exemple ici, avec un pistolet Flaubert. Donc c'est un pistolet de tir sportif, et de sport ou d'amusement, qu'on appelle un pistolet de salon. Pistolet de salon. Voilà. Après, si on tire dans le salon avec ça... Ça peut surprendre. Je pense qu'il y a moyen d'éradiquer un peu la domesticité. Mais on appelle ça un pistolet de salon parce que c'est en fait un pistolet qui est moins puissant que les autres. Donc ça se charge par la chambre. C'est une cartouche métallique avec une percussion annulaire. C'est-à-dire que la douille fait un petit bourrelet à la base et tout le bas de cette douille, y compris le bourrelet, est garni de fulminate de mercure. C'est un produit chimique qui a la capacité de détonner au choc. D'accord, oui. Et ce fulminate de mercure, c'est ce qui constitue la charge primaire dans les pistolets à piston. Donc, là, sur la petite cheminée, on met une petite capsule qui est garnie de fulminate de mercure, le chien tape dessus, ça fait l'étincelle et ça transmet le feu. Voilà. Mais là, dans ces pistolets Flaubert, donc dans la douille, il n'y a que le fulminate de mercure, ce qui fait que ça dégage une puissance moindre, ce qui permet des tirs moins puissants, techniquement moins dangereux, même si c'est pas... négligeable. Pas sur quelqu'un non plus, quoi. Voilà, et donc pour ça qu'on appelle ça un pistolet de salon. Ce type de pistolets vont contribuer au développement du tir de plaisance et du tir sportif. Parce que autant l'escrime a une dimension gymnique, technique, qui l'amène petit à petit vers le sport, mais autant le pistolet, il n'y avait pas cette démarche. Lorsqu'on se battait en duel, quelqu'un qui n'avait jamais touché un pistolet pouvait la veille aller chez un armurier qui disposait d'un tente de tir et s'entraîner à tirer 2-3 cartouches pour se mettre l'objet en main, mais il n'y avait pas d'entraînement au duel. Et à partir du milieu du 19e siècle, c'est des choses qui vont pouvoir arriver. D'accord. Alors nous sommes ici dans la section de l'exposition qui parle du duel et de la politique.
Parce que si le duel a perduré aussi longtemps, c'est parce que l'État, le pouvoir politique, a toujours eu une attitude ambiguë vis-à-vis du duel. Et ceux-là même qui seraient censés interdire le duel, le pratiquaient, étaient convaincus de son intérêt. On en a un exemple ici avec ce tout petit pistolet qui a appartenu à Léon Gambetta. Léon Gambetta a un duel en 1878 contre Oscar Bardi de Fourtou. Gambetta maîtrise assez mal les armes. Le duel en fait est sans résultat. Les 2 balles partent n'importe où. Donc pas de blessés, pas de résultat à ce duel. Et ce duel est moqué dans la presse. Parce qu'ils n'ont qu'une tentative de tir en fait sur ce genre de duel. Ça dépend de l'organisation et de la convention. Mais bon, là on tire une fois. Pas de résultat, donc le duel est moqué dans la presse et Gambetta est extrêmement vexé. Et du coup, il va commencer à s'entraîner au tir dans sa maison de campagne, dans son jardin. Et il s'entraîne tellement qu'en 1882, il se blesse, la blessure s'envenime et il en meurt. Ah. Et ce serait avec ce pistolet qu'il se serait blessé, sauf que des recherches plus précises démontrent que ce n'est pas ce pistolet qui a été utilisé lorsqu'il a été blessé, mais on l'a présenté quand même parce que c'est quelque chose sur lequel on voulait insister dans l'exposition, c'est que les duels créent de tels mythes autour des duellistes et des événements qu'ils créent aussi des reliques, des objets qui n'ont jamais servi, mais tout le monde a tellement envie de se rapprocher de ces événements rocambolesque, qu'on crée des objets, des reliques de ces événements. Ok, très bien. On a vu que le tir va devenir lui aussi une pratique qui tend vers le sport. Et on a un exemple ici, une traduction ici, avec cet ouvrage qui s'appelle « Les tireurs au pistolet », écrit par le baron de Vaux, avec une préface de Guy de Maupassant. Nous sommes en 1883 et donc le baron de Vaux fait la promotion du tir au pistolet comme discipline sportive, comme discipline d'adresse et aussi d'élégance. Mais il a aussi un préjugé qui tient au duel par rapport à la pratique du pistolet. Je cite « L'escrime est tombé dans le commun. L'art de piquer un bras est pratiqué par tous. Les uns n'y voient qu'un procédé pour fondre leur graisse, les autres se préparent une réputation à bon compte. Je ne parle pas des vrais amateurs qui aiment l'épée pour l'épée et l'art pour l'art, comme le fait l'auteur de ce livre. » Donc voilà, il considère que le duel à l'épée, c'est un spectacle, c'est une pose, et il n'a pas tort, parce qu'à l'époque commencent à apparaître les duels au premier sang, où à la moindre blessure, on considère que l'on est sauf, et le duel à l'épée devient une mascarade. Alors que le duel au pistolet, ça reste quand même extrêmement dangereux. Et pour lui, en fait, ça t'engage presque plus à rien de faire un duel à l'épée, quoi. Et c'est un peu ce qui va provoquer la fin de l'intérêt pour le duel, c'est que quand le duel devient l'apanage d'un petit monde d'intellectuels, d'artistes, de politiciens qui vont se battre au premier sang, il n'y a plus de réel danger. Donc le duel est vidé de son sens. Tandis que pour lui, le duel au pistolet garde encore ce vrai danger et donc garde tout son sens de duel. Après, il existe aussi des pratiques dans le duel au pistolet qui tiennent plus du spectacle, c'est le fait de tirer en l'air. D'accord. Donc on a une dispute avec quelqu'un, battons-nous en duel, on arrive sur le champ et on tire en l'air, ça fait genre... Je fais grâce, voilà, je considère que notre différend est terminé, c'est la mascarade. Le duel est vidé de son sens. Alors c'est la première fois que je vois un masque comme ça, on dirait un masque d'escrime mais un peu étrange. C'est un masque à la base d'escrime, mais effectivement on a rajouté un gros hublot, parce que c'est pas un masque qui sert à l'escrime, c'est un masque qui sert pour une discipline un peu particulière, c'est le duel olympique au pistolet. C'est une discipline qui a été présentée en marge des Jeux Olympiques entre 1906 et 1912, qui a changé plusieurs fois de déroulement. En 1906, au début, cette discipline visait à tirer à 25 mètres au pistolet sur des mannequins en plâtre. Et par la suite, en 1908, les deux compétiteurs se tirent dessus, mais avec un pistolet particulier qu'on voit ici représenté en fond de vitrine. C'est un pistolet système de Villers, une munition peu puissante qui tire des balles en cire. Et donc, les sportifs, puisque c'est un sport, sont revêtus d'une grande blouse en toile forte et de ce fameux masque, donc qui est muni d'un hublot pour évidemment permettre une visée plus précise. Et on voit aussi cette pièce de fer blanc qui recouvre la bouche. C'est parce que le treillage est interrompu, donc il y a une grande ouverture au niveau de la bouche, protégée par cette pièce de métal, pour éviter que la respiration ne provoque de la buée sur la vitre. D'accord.
tout simplement. Ok, Tout ok. simplement. Donc c'est une discipline qui est proposée en marge des disciplines officielles, qui ne sera jamais adoptée, mais la pratique continuera puisque dans les magazines sportifs, pour l'escrime et le tir, dans les années 20 et 30, on en trouve encore des relations de compétition de ce sport. Et malheureusement, ce sport va finir par disparaître, et je suis moi-même extrêmement déçu. Ça aurait carrément eu de la gueule, genre au JO 2024 à Paris. En tout cas, comme pour l'épée, les duels au pistolet vont complètement disparaître, et ne plus du tout être pratiqués ailleurs que dans des cadres sportifs, et encore, aujourd'hui, dans un cadre sportif, ça existe même plus. La pratique du tir au pistolet se fait maintenant sur des cibles, et ce sont des concours de précision et rapidité. Ça n'a donc plus vraiment grand chose à voir avec nos duels du 18 et du 19e siècle, alors que l'escrime olympique, même si ça en est quand même très éloigné, on arrive à faire le lien quoi. En tout cas, encore une vidéo bien dense qui nous aura permis de voyager au travers des siècles. Et ainsi suivre ce phénomène quand même bien moins connu que les duels à l'épée. Je remercie encore chaleureusement Dominique pour ses explications plus que passionnantes. Évidemment, je vous invite à aller voir l'exposition Duel, l'art du combat, si vous êtes de passage sur Paris. Mais il va falloir patienter un tout petit peu, mais vraiment pas longtemps. Donc en attendant, chères guerrières et guerriers, gardez l'esprit affûté.